Ah, je peux y aller. Ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une interpellation sur le vieillissement de la population et les moyens que le Québec a mis en vigueur, en place, pour faire face à ce grand défi. Évidemment, on va déplorer le manque de préparation de la CAQ à ce grand défi. Sur la base de plusieurs rapports, le rapport de la vérificatrice générale d'il y a 2 ans, le plus récent rapport de la commissaire à la santé et au bien-être, et aussi par rapport aux résultats de l'intervention gouvernementale ces dernières années. On sait actuellement, là, toutes les indications qu'on a font état évidemment d'un vieillissement accéléré de la population, d'un défi qui apparaît insurmontable. À l'heure actuelle, il y a plus de 4200 personnes qui sont en attente d'une place en hébergement, en CHSLD, alors que l'on construit des places en maison des aînés à un rythme très au ralenti. On parle de 1344 places qui ont été créées depuis 3 ans. Et puis, si on se projette dans l'avenir pour l'hébergement, ben, c'est 2500 places par année qu'on devrait créer d'ici 2040 pour faire face aux défis si l'on garde le modèle actuel. Et nous, comme la commissaire à la santé et au bien-être, Mme Castonguay, on revendique depuis déjà plusieurs années qu'il faut mettre un terme à ces investissements massifs dans le béton des maisons des aînés et faire le virage, un véritable virage vers les soins à domicile. D'ailleurs, le rapport, il est intéressant. Ça s'appelle « Bien vieillir chez soi », une transformation qui s'impose. La commissaire au bien-être et à la santé nous dit essentiellement que le défi est impossible à relever si on garde le même modèle qu'à l'heure actuelle. Il y aura un défi d'infrastructure, il y aura un défi financier. On parle de 9 milliards d'investissements qu'il faudrait faire dans l'hébergement d'ici 2040. Et on parle aussi d'un défi de main-d'œuvre qui est... Les 3 défis sont insurmontables. Donc, le virage, ben, ça constitue une refonte des 6 programmes là, qui sont entremêlés, qui sont mal compris, puis dont l'administration est fortement déficiente. Les 6 programmes pour les soins à domicile, le maintien à domicile, et donc changer et améliorer la gouvernance, investir évidemment dans ces services, c'est une condition pour pouvoir relever le défi qui nous pend au bout du nez. Il y a plusieurs statistiques que je pourrais vous offrir encore pour ajouter à la démonstration, mais on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, malheureusement, on ne pourra pas débattre de cette question-là avec la ministre responsable des aînés, Mme Bélanger, qui, semble-t-il, a d'autres occupations ce matin, mais ce sera plutôt avec le ministre de la cybersécurité, ministre Kerr, avec qui on discutera du vieillissement de la population. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il pourra apporter comme réponse à nos questions, nos interventions, nos commentaires et nos propositions. Puis je veux terminer en disant que la proposition du Parti québécois, déjà depuis nombre d'années, c'est de faire le virage où on puisse investir véritablement dans les soins à domicile de façon à rattraper par des pays novateurs comme en Europe, où la portion là, des dépenses pour les personnes âgées, pour les soins aux personnes âgées, est de l'ordre de 50% et plus, alors qu'ici, là, on tourne autour de 30%. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Merci. Que ce soit le monsieur Kerr qui participe à l'interpellation aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait dire sur la façon dont le gouvernement aborde ces interpellations-là? Bien, écoutez, on sait qu'il y a quelques ministres qui n'ont que faire des procédures parlementaires, puis particulièrement l'interpellation. On pense que c'est un moment qui est propice pour une reddition de comptes, pour que les ministres puissent être questionnés et puissent nous donner une idée de là où ils s'en vont. J'ai en tête, par exemple, le ministre Fitzgibbon qui omet de se présenter puis délègue la responsabilité
à M. Skeet. Aujourd'hui, je crois que véritablement, la ministre Bélanger avait d'autres occupations. Ce que je déplore, c'est qu'on n'ait pas trouvé un ministre qui était responsable d'un dossier au moins connexe à la santé. Le ministre des Services sociaux, par exemple, M. Carman, ou le ministre en titre, M. Dubé. Parce que le défi là, du vieillissement, c'est important. On a un peu l'impression qu'on prend l'interpellation, les questions de l'opposition, la reddition de comptes et le dossier à la légère en mandatant M. Kerr de venir répondre à nos questions. Vous dites qu'il faut opérer un virage vers les soins à domicile. Cette semaine, justement, le gouvernement a annoncé le lancement d'une formation accélérée pour recruter des préposés en soutien à domicile, des auxiliaires. Est-ce que c'est la bonne façon de s'y prendre, selon vous? Bien, c'est un moyen qu'on ne veut pas réprouver. On a besoin de main-d'œuvre, tout à fait. Alors, cette initiative-là n'est pas mauvaise en soi, mais il en faut tellement plus. Il faut véritablement une vision étayée et une approche intégrée. Et on sent que le gouvernement, il va avec des solutions à la pièce. Et on risque, comme on le lit un peu partout dans les rapports qui ont été fournis ces dernières années, qu'on va frapper un mur si on ne fait pas une révision d'ensemble des services qui sont offerts aux personnes aînées, qu'on ne fait pas le véritable virage vers les soins à domicile. Oui, on va avoir besoin de formation personnelle, mais on va avoir aussi besoin de programmes qui fonctionnent. On a besoin de l'apport du communautaire aussi, des ESAD. On a vraiment une transformation complète à faire. Et visiblement, le gouvernement, d'ailleurs, j'en profite pour mentionner que le rapport de la commissaire à la santé et au bien-être, on n'en a pas véritablement pris acte, c'est-à-dire qu'on n'a pas réagi au rapport, à ses recommandations en tant que tel. On a réagi sur un détail concernant la méthodologie utilisée pour faire état des investissements du gouvernement en matière de soins à domicile, mais ce n'est qu'une partie. Puis là encore, ça dépend des paramètres qu'on veut utiliser. Là. Ce qu'on comprend, c'est que la commissaire à la santé et au bien-être a pris des paramètres qui permettaient de comparer la performance québécoise à celle des autres juridictions canadiennes, notamment. Le ministère dit, bon, on en dépense un peu plus. Certes, mais qu'en est-il de toutes les recommandations qui sont dans ce rapport-là et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'en est-il de la volonté du gouvernement de continuer de construire des maisons des aînés qu'on n'arrive pas à ouvrir, qu'on n'arrive pas à occuper pleinement, qu'on n'arrive pas à gérer avec une équipe complète? Et sachant aussi qu'on est largement en deçà de la production d'unités qu'il faudrait si on veut continuer dans le même système. Vous avez parlé du ministre Dubé, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est occupé, on le comprend. Il est d'ailleurs mis en demeure par la FMOQ. Est-ce qu'il s'y prend de la bonne façon, vous croyez, pour obtenir les données de prise de rendez-vous dans les GMF? Bien, le ministre Dubé, c'est pas la première fois qu'il joue avec le bâton et la carotte de façon alternative. Je prends par exemple le projet de loi 15 en santé qui était étudié en commission parlementaire où il y avait des articles qui devaient serrer la vis aux médecins spécialistes ou aux médecins en médecine familiale et on sentait que en même temps, bien, en fait, on savait qu'en même temps, il négociait avec les associations de médecins et on avait dénoncé à un moment donné le fait que la commission était jusqu'à un certain point instrumentalisée par le ministre pour créer une pression dans sa négociation avec les médecins. Il semble avoir conclu des ententes avec les deux fédérations de médecins, mais là, il semble s'y prendre un peu de la même façon en disant « je vais changer le règlement, mais parallèlement, je vais négocier avec vous ». Et les médecins répliquent en disant ben, on veut négocier, mais en même temps, on va vous poursuivre en justice. Donc, visiblement, la négociation n'est pas faite de bonne foi. Et quels sont les résultats pour la population à l'heure actuelle? C'est qu'on a encore beaucoup de Québécois, 500 000 Québécois, qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont pas accès donc aux services auxquels on est en droit de s'attendre, et 13 000 personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Alors moi, je vais d'ailleurs rencontrer la Fédération des médecins omnipraticiens plus tard aujourd'hui pour essayer d'y voir plus clair dans leur appréciation de la situation.
Mais cette espèce de partie là, de bras de fer, ça dessert les citoyens, bien entendu. Vous dites que la négociation ne semble pas être faite de bonne foi de part et d'autre, et du côté du ministre Dubé et de la FMOQ? Bien, écoutez, je pense que de part et d'autre, on peut faire preuve de bonne foi. Est-ce que, bon, qui a commencé, là? Est-ce que c'est de bonne guerre si le gouvernement dit, mais moi, je vais m'armer d'un règlement pour vous forcer à agir si on n'arrive pas à s'entendre? Puis que la réplique, c'est, bien, nous, on veut bien négocier, mais en même temps, la procédure que vous prenez, on la conteste devant les tribunaux. Bon, de part et d'autre, je dirais que c'est pas la meilleure façon de s'entendre. Mais ce que je comprends, c'est que le ministre n'a pas, à l'heure actuelle, permis de créer les conditions favorables à une entente. Et évidemment, il y a une réplique de la part de la FMU. Sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire obtenir des données? Est-ce que, selon vous, les médecins devraient accorder un accès à ces données-là, puis devraient faire preuve de bonne volonté pour donner des soins à des patients plus vulnérables? Ouais, ben, ce qu'on nous dit, c'est... oui, je suis parfaitement d'accord avec l'idée d'avoir des données. Je pense que les médecins, même s'ils sont considérés comme des travailleurs autonomes, si on veut, qui peuvent s'incorporer à l'heure actuelle, ils doivent rendre des comptes au gouvernement et au système de santé. Maintenant, si on interprète les données sans savoir exactement ce que ça veut dire et pourquoi tel ou tel médecin va prendre une journée où il va faire des tâches administratives plutôt que rencontrer, par exemple, des patients, je pense que ça doit se faire là, dans une perspective, là, je dirais, de travail collaboratif. Visiblement, c'est ce que craignent les médecins, c'est de se voir imposer des règles qui n'auraient pas de commune mesure avec le travail qu'ils font à l'heure actuelle et des efforts qu'ils font actuellement. Puis ce qu'ils nous disent, c'est les 13 000 patients qui ne sont pas pris en charge, on est capable de le faire, on n'a pas besoin d'avoir un fusil sur la tempe pour pouvoir procéder. Encore faut-il que le gouvernement, le ministère, fasse sa priorisation. Alors, qui dit vrai là-dedans? On n'est pas partie prenante aux négociations, mais visiblement, on n'avance pas. Puis, je profite du fait que vous êtes aussi porte-parole en matière d'environnement. Pour vous poser une question sur Northvolt. On comprend que des fonctionnaires ont accompagné l'entreprise dans les mois qui ont précédé l'obtention d'une autorisation du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? Parce que là, c'est la biologiste qui a accompagné l'entreprise, qui a même signé l'autorisation finale. Écoutez, plus on en apprend sur le dossier Northvolt, plus les doutes sont présents ou les apparences, je dirais, de traitement préférentiel à l'entreprise apparaissent évidents. Plus les demandes pour une plus grande transparence du gouvernement sont présentes. Donc, je pense qu'ici, il y a une question de transparence, il y a une question de respect des processus. Lorsqu'on dit que la personne qui a été mandatée pour accompagner l'entreprise, telle que le voulait là, une directive formulée en 2020 et avec laquelle on pourrait être d'accord. Le gouvernement peut être aidant, peut soutenir les gens qui ont des projets, essayer de les soutenir dans la recherche de solutions pour que les projets soient conformes aux règles environnementales. Là-dessus, on peut être d'accord. Mais lorsque c'est la même personne qui accompagne un projet, qui est aussi chargé de l'évaluer, on peut se demander s'il n'y a pas quelque part là, une espèce de mur pare-feu qui pourrait être imposé ou est-ce qu'il peut y avoir une partialité là, induite par le fait qu'on accompagne l'entreprise puis ensuite on juge de la validité de sa demande. Et puis, il faut aussi dire que ce qu'on apprend dans les révélations aujourd'hui de Radio-Canada d'une part et de la presse d'autre part, c'est que l'accompagnement a été fait à Northvolt. Le processus a été extrêmement rapide, on parle de 4 mois, mais qu'à peu près en même temps où on commençait à accompagner Northvolt, on rejetait une demande d'un projet d'habitation qui, lui, a traîné dans les cartons du gouvernement pendant, je crois que c'est 3 ans. Et là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce promoteur-là a bénéficié du même genre d'accompagnement? Parce que c'est la même personne qui a sanctionné le projet et qui l'a rejeté là, pour des raisons de destruction des milieux naturels.
Et ça s'est fait, les projets se sont presque chevauchés. Alors là encore, là, on en apprend de l'information qui nous permet de douter, je dirais, de la rigueur du gouvernement dans l'analyse d'un dossier par rapport à un autre. Et puis ce que je disais, l'autre révélation de ce matin, c'est le changement de réglementation. On sait maintenant, avec des preuves à l'appui, que la rencontre entre les représentants de Northvolt et le ministre Fitzgibbon s'est déroulée 2 semaines avant le dépôt d'une demande de changement de réglementation pour permettre, comme par hasard, à l'entreprise de déposer son projet sans avoir à subir une enquête du BAP. Alors, là encore, on soupçonne que l'entreprise a eu un passe-droit et sans blâmer ou sans être contre d'aucune façon un projet industriel de cette envergure-là, on réitère que le gouvernement, en nous faisant des cachotteries, nuit au projet, nuit à Northvolt et altère la confiance qu'on peut avoir dans un projet comme celui-là parce que le manque de transparence, encore une fois, est total. Juste m'assurer de bien comprendre votre position sur l'accompagnement qu'on offre aux promoteurs, au ministère de l'Environnement. Vous dites, on n'est pas contre cette idée-là d'offrir un accompagnement, mais vous avez un problème avec le fait que la personne qui accompagne l'entreprise soit la même qui accorde l'autorisation. Oui, oui, exactement. Mais je vais l'expliquer de la façon suivante. C'est jusqu'à la directive de 2020, puis comme député, puis dans ma vie antérieure comme élu municipal, on a souvent vu le ministère de l'Environnement refuser des projets, refuser des certificats d'autorisation, sans nécessairement donner des pistes de solutions aux promoteurs ou aux municipalités. Il y avait cette espèce d'attitude voulant que on imposait le fardeau de trouver des solutions aux demandeurs, sans nécessairement lui dire exactement en quoi il ne répondait pas là, aux critères de la loi sur la protection de la qualité de l'environnement. Si aujourd'hui on a changé d'approche, puis on pourrait changer d'approche dans bien d'autres ministères, parce que comme député aussi, là, souvent, c'est nous qui devons accompagner les citoyens face au ministère de la Santé, des Services sociaux, de l'Éducation et ainsi de suite. Mais cela dit, l'approche d'accompagner le demandeur, on n'est pas défavorable à ça, mais il faut séparer, je pense, le soutien et l'accompagnement de l'évaluation du projet en tant que tel, c'est ce qu'on croit. Et puis la grande question, c'est est-ce que tous les promoteurs, est-ce que tous les projets bénéficient du même type d'accompagnement? Parce qu'on doit le faire de façon objective et offrir le même service à tout le monde. Et à l'heure actuelle, il n'est pas dit que si on a pu accompagner un projet comme celui-là, le plus grand projet là, manufacturier ou industriel là, au Québec depuis des années, puis qu'on a pu le réaliser, le boucler en 4 mois, et puis que juste avant, on a rejeté un projet qui avait été étudié pendant 3 ans et on l'a refusé sans ménagement. Bien, il y a des questions qui se posent, puis on pourrait répondre à un certain nombre de ces questions-là par des audiences publiques du bureau d'audience en public en environnement, et on se refuse encore à le faire du côté gouvernemental. Merci. Merci.